Alors, notre invitée du jour, Claire Sévrac. Bonsoir Claire. Donc, vous êtes l'auteur notamment de La coupe est pleine avec Sylvie Simon et vous avez également écrit Le complot mondial contre la santé. Alors là, nous avons évoqué le traité transatlantique et notamment les normes sanitaires qui vont normalement faire découler une espèce d'harmonisation entre les États-Unis et l'Europe. Mais avant ce traité, est-ce que l'on peut considérer que l'Europe est un peu en sécurité vis-à-vis de toutes ces normes sanitaires ? Non, pas particulièrement. C'est un peu plus dilué qu'aux États-Unis parce que par exemple on peut ne pas être d'accord pour importer une substance. Par exemple, on a refusé d'importer l'hormone, les bœufs aux hormones, le bœuf aux hormones, et on paye une amende dans ces cas-là. D'ailleurs, l'amende est lourde. On paye 116 millions de dollars par an. Donc c'est une incitation à consommer du bœuf aux hormones quelque part. Voilà. Mais on est quand même régi par le Codex Alimentarius, qui est l'organisme qui décide de tout ce qui va être mis dans votre bouche, que ce soit des médicaments ou que ce soit de la nourriture. Donc la marge de manœuvre n'est pas très grande. L'hypocrisie est grande parce que, par exemple, on n'a pas le droit de cultiver des OGM en France, mais on a le droit d'en importer, ce qui veut dire que tous les élevages industriels nourrissent leurs animaux aux OGM et que les gens mangent des OGM. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, les Français qui mangent de la viande élevée en France peuvent très bien ingurgiter des OGM. Alors par contre, ce qui va être encore plus grave avec le traité transatlantique, c'est que là, ça va se faire ouvertement, dans la mesure où il y a une clause dans ce traité qui dit que si une multinationale considère qu'un gouvernement, par exemple, qui empêche, je sais pas, une substance d'être vendue en France, la multinationale peut attaquer le gouvernement pour le manque à gagner. Donc ça, c'est l'horreur totale, parce que dès qu'on va interdire une substance, les cartels étrangers vont attaquer le gouvernement français et on va être obligé de payer des trucs parce que le manque à gagner, ça se chiffre comme on veut. Et pour procéder à une interdiction, alors qu'il y a des études qui sont faites auparavant pour déterminer si telle substance est dangereuse, telle substance ne l'est pas ? Absolument pas. Enfin, il y a quelques études, mais les études sont truquées dans la mesure où les instances de santé n'ont pour faire les études que les données des cartels, que les données de l'industriel. Donc il est bien évident que l'industriel, il ne va pas arriver à la FDA ou anciennement AFSAPS ou à l'EMEA en Europe et dire voilà, j'ai un produit qui est pourri, est-ce que je pourrais avoir l'autorisation? Bien évidemment. Et vous considérez donc, Claire Sévrac, que nous ne sommes pas protégés? Par exemple, on est quand même protégé de la décontamination chimique des viandes ou des antibiotiques non thérapeutiques. On est protégé de de la décontamination chimique des viandes ou des antibiotiques non thérapeutiques dans l'alimentation animale. On en est actuellement protégé. Alors déjà, les 3/4 des aliments qui sont conservés un petit peu en France, c'est-à-dire qui mettent 3-4 jours à arriver sur les étals, etc., subissent, ils appellent ça l'ionisation. En fait, les aliments sont irradiés pour être conservés. Donc, je ne sais pas où on est protégé, là, mais non. Et les antibiotiques, il y en a dans tous les élevages industriels. Toute la viande industrielle, les bêtes, que ce soit les poulets, que ce soit les vaches, sont tous soumis à des antibiotiques pour la bonne raison que les conditions sanitaires sont épouvantables et que s'ils veulent que les poulets ou les bêtes soient à peu près conservées jusqu'au moment où elles vont avoir 40 jours ou 50 jours et où ils vont pouvoir les tuer pour les mettre dans les commerces, ils sont obligés de leur donner et des vaccins et des antibiotiques et des tranquillisants. Parce que ces bêtes sont dans des espaces complètement restreints, elles se marchent dessus, on leur coupe le bec pour pas qu'elles se fassent du mal entre elles, tellement c'est épouvantable. C'est épouvantable ce qu'on fait aux animaux en France. En ce qui concerne les antibiotiques, là vous venez de parler des antibiotiques et de l'administration presque systématique aux animaux, c'est-à-dire qu'on traite aux antibiotiques des animaux qui sont sains. De manière préventive on n'en sait rien. Enfin, je veux dire, il faudrait être dans chaque élevage tous les jours. Quelquefois, ça doit être de façon préventive, et quelquefois, ça doit être parce qu'il y a un début d'épidémie ou une crainte d'épidémie. Alors après, c'est pour ça que c'est vraiment un système hypocrite, parce que après, on nous dit les antibiotiques, c'est pas automatique. N'en prenez pas à tout bout de champ parce que c'est pas nécessaire. Après, vous allez devenir résistant. Évidemment qu'on devient résistant aux antibiotiques.
Parce qu'à la fin de la journée, quelqu'un qui fait ses courses et qui achète des produits industriels, il a mangé des hormones, il a mangé des antibiotiques, il a mangé des tranquillisants, il a mangé les résidus des vaccins, des résidus de pétrole aussi, quand ce sont des plats fabriqués, etc. Plus tous les additifs alimentaires où il y a vraiment n'importe quoi, sauf de la nourriture qui nourrit son corps. Donc vous êtes d'accord avec l'OMS, c'est quand même une bonne information qu'il fallait venir sur TV Liberté pour nous le dire, parce que l'OMS a mis en garde les nations sur la résistance aux antibiotiques. C'est vrai qu'aujourd'hui on se dit que les infections qui sont banales ou petites infections pourront devenir mortelles puisqu'on résiste aux agents antimicrobiens. Donc enfin l'OMS vous donne raison, formidable. Non mais vous plaisantez là. Ah, je plaisante pas, c'est ce que je vous faites Monsieur Loyal. Non mais l'OMS, le rôle de l'OMS, vous avez lu la charte de l'OMS? L'OMS a été mise en place pour protéger les citoyens du monde et leur donner que tous aient accès à la santé. Donc l'OMS sait très bien que quand elle laisse passer des tas de produits qui sont remplis de substances nocives, les gens vont être malades. Alors c'est bien après de dire aux gens, oui mais attention, si vous abusez, vous allez être résistant aux antibiotiques. Comme ils ont fait un rapport il n'y a pas très longtemps en disant qu'il y avait 15% d'enfants diabétiques aux États-Unis et que c'était épouvantable, ça allait être le mal du siècle et que donc il fallait prendre des mesures terribles pour essayer d'endiguer ça parce qu'il y aurait 30 ou 40% d'enfants qui seraient diabétiques en 2050. Et puis après on s'aperçoit que Vincent Payon fait un contrat cadre avec le CEDUS, qui est l'industrie du sucre, pour aller enseigner aux enfants dans les collèges et dans les écoles maternelles comment se nourrir, leur donner des cours de diététique. Donc, donc voilà, est-ce qu'on donne son poulailler à garder au renard? Je ne suis pas sûre. Alors, il s'ouvre une ère post-antibiotique. Cette ère-là, vous la voyez comment? Comme un espoir de se débarrasser de ça ou comme un constat très alarmant parce qu'on a besoin des antibiotiques même si ce n'est pas automatique? C'est alarmant parce que les antibiotiques ont servi à des choses qui étaient très intéressantes. Mais effectivement, comme on sera tous résistants aux antibiotiques, mais je fais confiance aux apprentis sorciers, ils vont bien trouver le truc qui va remplacer l'antibiotique. Alors justement, on change pas de sujet, mais on reste sur une analyse qu'a fait le magazine Que choisir, relative aux nouveaux étudiants en médecine. Et l'étude qui a été révélée montre que les étudiants et les futurs médecins sont considérablement mal informés, mal formés tout simplement, et qu'ils n'ont pas les connaissances suffisantes pour administrer les bons médicaments et les bons antibiotiques à tel ou tel patient, et que dès le tout début de leur stage, ils étaient en proie à des pressions avec les internes à cause des visiteurs médicaux qui les incitaient à faire la promotion de leurs produits. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, déjà que choisir, ils ont un peu de retard, hein, parce que ça fait une bonne dizaine d'années que tout le monde est au courant. Et il y a les preuves vraiment qui s'étalent partout sur le fait que les universités sont sponsorisées par les labos, on le sait depuis très longtemps. Et effectivement, c'est une façon de leur enseigner tout de suite ce qu'ils doivent savoir. L'autre dérive qui est à mon avis vraiment grave, c'est qu'on n'enseigne plus aux étudiants en médecine à faire un diagnostic et à regarder à regarder les malades comme des individualités et voir qu'est-ce qui cloche chez tel malade et qu'est-ce qui cloche dans celui-là. Maintenant, on fabrique des représentants de commerce. C'est-à-dire, vous le voyez maintenant, d'ailleurs, les 3/4 du temps, à moins d'avoir un médecin qui est là depuis longtemps et qui a une autre éthique, vous avez mal à la tête, on vous donne tel médicament, vous avez mal aux pieds, on vous donne tel médicament. C'est à peine si le médecin vous ausculte et regarde ce que vous avez et si éventuellement vous n'avez pas quelque chose de différent du voisin. Donc ce sont des représentants de commerce qui sont formés comme ça. C'est-à-dire on leur dit plus de faire un diagnostic et de regarder un malade, on leur dit s'il a mal aux pieds, tu prescris ça, s'il a mal à la tête, tu prescris ça, etc. Et donc, mais quelque part, si deux médicaments sont presque équivalents ou équivalents, et que deux représentants commerciaux essaient de faire la promotion de leurs produits. C'est simplement le commerce, le libre commerce. Si le médecin est achetable, c'est celui qui donne le plus grand bonus. Pourquoi vous croyez qu'ils vont faire des séminaires à Hawaï